Alors là, je voulais vous décrire une petite zone conduite en forêt-jardin pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut y trouver et où est-ce que j'interviens, quand est-ce que j'interviens et qu'est-ce que j'y fais. Donc là déjà, il y a 4 ans, j'avais mis des pommes de terre ici et depuis, je récolte en ramassant juste les tubercules que je trouve en surface et en fait j'en laisse toujours dedans. Pour cela, je gratte vraiment pas en profondeur et du coup j'ai tout le temps des pieds de pommes de terre qui ressortent. Donc je pense qu'ils doivent être très très profonds dans la terre puisqu'il n'y a pas de souci de gel. Donc ces pommes de terre là sont vachement enclavées dans la forêt jardin. Donc pour l'instant elles n'ont jamais eu de maladie, que ce soit le mildiou, la ternariose, les dorifores, elles n'ont jamais rien eu. Je m'en sers en fait de réserve au cas où j'ai un problème sur la grande zone à patates qui est vraiment en ligne, en monoculture, etc. Et il me reste quand même des plants ici et quelques petites pommes de terre à manger. Ici, là, j'ai planté un jeune nachi parce que juste derrière, là-bas, il y a un poirier Williams et donc il se pollinise avec le Williams. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce nachi ici. Donc il a déjà fleuri cette année, mais le gel a cramé les fleurs. Pareil pour tous les poiriers. Donc du coup, pas de nachi cette année. Sinon, je pense qu'il y en aurait eu. Ensuite, je vais me lever pour que vous voyez mieux. Donc là, on a des choux qui se sont un tout petit peu fait manger sur ces feuilles-là, mais le milieu est sain, ils sont en train de paumer. Ils ont eu une bonne humidité au mois de mars où ça a été très très sec pour nous, et puis là en fait, comme il a fait que pleuvoir, ils ont bien poussé. Là-bas, il y en a un qui a l'air d'être énorme. Ceux-là sont un petit peu plus petits, mais ils sont quand même bien jaunis. Donc ensuite ici on a du combava, ça fait partie des agrumes, mais celui-là je le rentre en fait, j'utilise en décoration l'hiver dans mon salon et l'été je le mets au milieu là pour qu'il prenne un petit peu l'air. Ensuite ici, cette grimpante là que j'ai fait monter sur des piquets, c'est de l'épinard du Caucase. Donc en fait c'est une épinard rustique, donc vous n'avez pas besoin de la ressemer chaque année. Et vous consommez les feuilles comme ça, soit en salade, soit comme les épinards en fait, vous les cuisinez pareil. Donc là elle est en train de monter en graines, vous voyez, ça fait des jolies fleurs. D'ailleurs les cirfes, tout ça, ils aiment bien. Donc l'avantage en fait c'est que les années où vous avez du mal avec les épinards, il vous reste toujours cette ressource. Alors pareil pour la roche, hein, vous voyez ça c'est un pied d'arroche qui est ici. La roche et l'épinard du Caucase, ça me permet en fait d'avoir des épinards quand je loupe les vrais épinards. Cette année il a beaucoup plu, c'était très humide, donc du coup j'ai vraiment pas eu de soucis d'épinards. Donc j'en ai pas tant mangé en fait, j'ai mangé un petit peu d'arroche mélangée aux épinards, mais beaucoup moins que les autres années parce que cette année j'ai vraiment eu beaucoup d'épinards. Mais en fait c'est une ressource qui est rustique, que vous n'avez pas besoin de vous occuper. Celle-ci en fait le pied va repousser d'année en année vraiment au même endroit, hein, c'est une souche et puis ça va faire de plus en plus de feuilles. Là ça fait qu'une année qu'elle est ici et vous voyez qu'elle est déjà grande. Alors imaginez un pied plus vieux, l'ampleur qu'il peut prendre. La roche elle se ressème toute seule. J'en ai de la pourpre au fil des ressemis naturels. J'en ai maintenant de la pourpre et de la verte classique. En fait elle est revenue à son type naturel, mais du coup ça se ressème vraiment super bien. Après il y en a partout, ça pousse hyper facilement, ça se sélectionne tout seul, donc voilà, ça vous avez vraiment pas à vous en occuper. C'est absolument à avoir au jardin. Alors je vous conseille pas de faire des lignes entières d'arroche, c'est vraiment à mettre dans un coin où vous n'avez pas à vous en occuper quoi. C'est un truc très très rustique, jamais malade. Voilà, là ça s'est fait un petit peu manger sur le dessus, mais sinon ça produit tellement de feuilles par rapport aux épinards classiques et des grandes feuilles que en fin de compte vous en avez toujours plus qu'il n'en faut sans vous en occuper. Donc ensuite, toujours dans cette partie-là, là on a beaucoup de framboisiers. Vous voyez que ça fait toute cette surface-là et ils sont en train de faire des bébés un peu partout. Là aussi on a un autre framboisier, il y en a aussi ici, il y en a vraiment une grande surface. Donc là on a une ressource en framboise. Ici, on a de la mélisse. Dessous là, il y a de la menthe chocolat que vous voyez ici. Alors il faudrait que je la dégage un petit peu parce que les framboisiers ont vraiment pris beaucoup d'ampleur. Donc en fait ça va être ça dans la forêt jardin. J'interviens pour un petit peu raisonner les plantes qui sont très très poussantes pour laisser un petit peu de place aux autres. Mais sinon vous n'avez pas tant de choses que ça à intervenir. Donc là vous voyez j'ai pas mis beaucoup de paillage ici parce qu'en fait c'est très serré. Donc au final il y a très peu besoin d'en mettre. Et du coup j'aurais quand même dû en mettre un tout petit peu parce qu'il y a quand même un tout petit peu de chien-dent qui arrive à pousser. Mais vous voyez que les légumes s'en sortent très bien et ils arrivent
arrive quand même à prendre le dessus. Et là finalement on a un truc qui fait assez naturel on va dire et qui est bien coordonné, c'est pas envahi. Et là en fait on voit que c'est vraiment les plantes potagères qui dominent. Les pommes de terre c'est pareil, celles-là poussent vraiment toutes seules et je les ai même pas butées, j'ai pas paillé, j'ai rien fait, ça a tout de suite pris de l'ampleur. D'ailleurs je trouve qu'elles sont beaucoup plus grandes que mes, vous voyez, les pieds. Là ça fait facile, ça, c'est devenu rampant, ça fait facile 1,50 m de long alors que mes pieds classiques, c'est de la binge, hein, ça aussi ça devait en être à la base. Mes pieds classiques ils font à peine 70 cm de haut. Là-dedans j'ai aussi une courge qui est ici en bordure de zone, qui a un petit peu plus de mal à se développer parce que les pommes de terre ont été très poussantes, mais qui se débrouille quand même assez bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici on a un pied de consoude, donc là aussi je vais intervenir de temps en temps, donc je laisse fleurir. Donc là vous voyez que ça a fleuri, les abeilles en ont beaucoup mangé, mes abeilles vraiment elles sont sans arrêt dessus, les bourdons aussi, donc c'est une très bonne source de nectar pour faire du miel. Et puis c'est surtout un très bon engrais. Donc ça c'est pas de la consoude sauvage d'ici, hein, ça c'est de la consoude de Russie. Donc en fait cette consoude a été modifiée et du coup elle est stérile, mais par contre elle a un taux de potasse supérieur à la consoude officinale hein, qu'on trouve chez nous naturellement. Le désavantage c'est que la proportion d'alcaloïdes est supérieure et du coup vous pouvez pas vraiment la consommer, ou alors vraiment une fois dans l'année parce que voilà ça serait mauvais d'en manger beaucoup. Par contre moi je m'en sers vraiment comme engrais. Donc là maintenant que la floraison est complètement terminée, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'était pour vous montrer ce que je faisais et ce que j'intervenais. Et bien là je vais faire une fauche, je vais tout faucher et je vais m'en servir pour pailler tout là où vous voyez qu'il y a du chien dent. Et ben je vais en rajouter par dessus pour que ça se décompose et que ça couvre un petit peu tout ça. Au pied de la consoude, on a planté un mûrier. Donc ça, c'est un mûrier du Pakistan. Je vous mettrai les photos à l'écran. Ça fait des longs fruits comme ça, style un peu comme un mûrier classique, mais beaucoup plus long. Et ça devient un très très grand arbre. Mais moi, je vais le tailler pour qu'il ne dépasse pas 4-5 mètres, quoi. Sachant qu'en plus, autour, on a quand même pas mal d'arbres fruitiers. Vous voyez que là, on a un pêcher ici. On a un pommier qui fait des petites pommes. Alors celui-là, la variété, elle n'est pas terrible, je trouve, parce que les pommes s'abîment très vite. Il a souvent une maladie. En fait, il y a toujours, chaque année, il a toujours un truc qui ne va pas. C'est jamais la même chose. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et par contre, celui-ci, là, je ne sais pas la variété. Ça, c'était les 2 premiers que j'ai plantés quand j'ai agrandi cette zone ici. Et j'ai oublié de noter, les étiquettes se sont cassées. Vous savez, c'est des étiquettes en plastique qui se sont cassées et délavées. Et du coup, je ne connais pas la variété de celui-ci, mais il fait des pommes très jolies et qui n'ont absolument aucune tache. Vous voyez, c'est des belles pommes magnifiques. Donc ça, je pense que celui-ci, je vais le greffer sur d'autres trucs, quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Donc là, on a encore une autre variété de framboises, c'est pas les mêmes. Et ici, c'est toute une fraiserie. En fait, il y a plein de fraises. Et là où c'est paillé, là, on a une safranière. Il y a plein de safran ici. C'est pour ça que j'ai pas trop planté de choses ici. Mais par contre, ça traverse très très bien le paillage, hein, le safran. D'ailleurs, en fait, c'est fait pour traverser, je pense, parce qu'en fait, chez ma mère, j'avais planté ma première consoude de Russie là-bas d'ailleurs, et elle est tellement devenue grande, elle a empiété sur la safranière et les bulbes de safran ont percé en fait à l'automne les feuilles. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça pique comme des aiguilles et ça perfore plein de choses, et donc ça traverse très bien votre paillage. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, là, le petit pompon que vous voyez, là, c'est mon poireau qui monte en graines, puisque ici, en fait, l'hiver, comme il n'y a plus les pommes de terre, comme il n'y a plus les pommes de terre, que les framboises ont beaucoup moins de feuilles, c'est juste des tiges, etc. Ça fait beaucoup plus vide et beaucoup plus de place. Et donc, je mets mes poireaux aussi dans cette zone l'hiver. Je mets aussi quelques salades, voilà, des choses comme ça qui poussent l'hiver. Ici, on a aussi un goji, mais celui-là, je vais l'enlever. J'en ai déjà enlevé un autre. Dans cette zone, les goji ne poussent pas du tout et ils se chopent à chaque fois l'oïdium. D'ailleurs, vous voyez que celui-ci, il a l'oïdium. Voilà. Et donc, du coup, après, il va me le refiler aux courges. Donc, je vais les enlever. Ils font pas de fructification. Ça fait 4 ans qu'ils sont là. Donc, c'est pas la peine d'insister. J'ai longtemps eu de la peine, en fait, pour les plantes qui ne fonctionnaient pas, en fait. Et je les gardais juste parce que je l'avais planté là. Je me dis, ça se fait pas de l'arracher et tout. Et en fait, maintenant, c'est bon. Il faut que je réfléchisse de façon plus productive et intéressante. Et donc, cette zone, je veux qu'elle soit productive. Je veux pas qu'il y ait des plantes qui ne servent à rien et que je ne mange pas. Donc, maintenant, tout ce que on trouve pas très bon
ou qui n'ont aucune utilité ou qui ne fructifient pas, qui ont un défaut, on l'enlève. Donc là, ce pied-là, on va l'enlever. Là, on a une arroche que je laisse monter en graines. Vous laissez monter 2-3 pieds, ça suffit, ça s'envole. Et puis, donc tout seul, ça se ressème. Et puis à la fin, quand c'est vraiment tout sec, tout moche, vous le coupez. Et moi, je me balade dans le jardin comme ça, en secouant un peu partout dans la forêt jardin. Et puis, vous êtes sûr que l'année suivante, vous en avez partout. Pas la peine de faire un sillon, pas la peine de vous embêter à arroser. Vous mettez partout et je vous jure que ça sort comme ça, tout seul. Ensuite, là, il y a aussi pas mal de blettes. J'en ai là et puis j'en ai plein de l'autre côté. Ça aussi, on en mange beaucoup l'hiver. Ce qui se mange souvent, c'est les tiges là en gratin, mais nous, on n'aime pas. Donc nous, on mange que les feuilles en fait, comme de l'oseille, en sauce à l'oseille, en quiche. Voilà, on mange la partie feuillue. Donc ça, j'aime bien. En cette saison, on n'en mange pas trop. Par contre, on les laisse. Donc ça, c'est un jeune plant. L'année prochaine, enfin tout l'hiver, il va donner. Et puis ensuite, l'année prochaine, il montera en graines. Et là, vous voyez que dans le pommier, il y en a un qui est en train de monter en graines et qui va permettre d'avoir de la semence qui va se rebalancer comme ça en fin de saison et qui pourra permettre en fait d'avoir de nouveaux plants l'année prochaine. Et donc ça c'est pareil, c'est comme la roche, vous en balancez partout, ça pousse tout seul, vous n'avez même pas besoin de l'arroser, c'est nickel. Derrière, voilà, donc là on a l'arbre au faisan qui fait des petites baies qui ont un goût de caramel cramé. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Abdel n'aime pas, moi j'aime bien. Donc c'est vraiment à votre bon goût. Essayez. Et puis au pire, si vous aimez pas, c'est une plante que les abeilles aiment beaucoup. Vous voyez, il y a des petites abeilles. Et puis les oiseaux aussi aiment les baies. Et en plus, je trouve que c'est une plante qui est vraiment très jolie. Donc moi, je le laisse. Et puis voilà. Et ça, c'est des groseilliers à maquereau. Ici, on a un tipi avec des haricots grimpants, plein de petites salades, encore une zone de mélisse. Et là, on va se retrouver derrière la zone que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est une zone qu'on a ouverte là récemment, la semaine dernière. Je vous l'ai mis en post sur Instagram. Avant, en fait, c'était beaucoup de mélisse et encore du goji. On a tout viré et j'ai laissé que 2 zones de mélisse, une ici et une là, ça suffit amplement pour notre consommation. Je vous ai dit en fait sur Instagram que le reste en fait je vais le planter dans ma forêt et quand j'en aurai plein dans ma forêt, je pense que je vais même enlever cela puisqu'en fait moi je le récolte pour ma consommation de tisane, mais c'est pas un truc que je vais venir chercher tous les jours pour aromatiser ou quoi. Je m'en sers pas comme herbe aromatique mais vraiment pour des tisanes. Donc là du coup cette mélisse va être exportée dans la forêt puisque c'est une ressource que je peux aller voir genre une fois par an, ça ne pose pas de problème. En plus c'est un truc hyper rustique qui se fait pas manger, donc ça va tout être délocalisé dans la grande forêt plutôt que ça occupe ce petit jardin qui est près de la maison. Donc du coup j'ai dégagé cette zone, donc on retrouve exactement ce que je vous ai montré derrière, donc les framboisiers, l'arbre au faisan et ensuite en fait là on a tout enlevé parce que je vais mettre d'autres petits fruits et mes choux. Sinon ici on a un abricotier et donc là j'ai fait un semis de carottes, un semis de choux et un semis de carottes, choux et de salade palmarosa. Ici on a un petit myrtillier qui a 2 ans et ici on a un néflier commun qui fait des nèfles. Voilà, et puis on a encore quelques salades. Là c'est 2 pieds qui font la tête parce que je les ai mis hier à cet endroit, ils étaient en plein milieu du chemin. Voilà, donc là on a créé en fait une percée dans cette zone pour que ce soit plus facile d'entrer à l'intérieur. Et ici on a un petit abri pour hérissons, couleuvres, etc. Sous une pierre. Et donc on a vu la couleuvre, cette année elle n'y est pas, l'année dernière elle y était. Et il y a déjà eu aussi un hérisson il y a 2 ans. Et cette année, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, j'ai cru voir personne. Donc voilà, on verra bien. Le but ici, c'est pas en fait de faire des grandes cultures annuelles où il y a beaucoup de choses à récolter à la suite, comme par exemple c'est le cas avec les haricots où on fait des rangs. Bon, il y a bien un tipi d'haricots là-bas, mais c'est des haricots grimpants. Et puis c'est plus un petit peu pour créer de la dimension au potager, mais j'ai quand même des lignes d'haricots. Ici, ça va vraiment être pour tous les arbres fruitiers, les petits fruits rouges notamment, et puis ensuite tous les légumes, les gros légumes en fait, qui n'ont pas besoin, je veux dire, vous ramassez pas 30 choux à la suite, hein, vous venez, vous en prenez un et puis vous le mangez. Je veux dire, moi c'est vraiment pas un truc que je vais ramasser en grande quantité en même temps. Donc ça me dérange pas du tout d'avoir à venir 4 fois ici et puis après de devoir changer d'endroit. Ça me dérange pas, ça ne fait pas perdre de temps. Donc aucune utilité de les mettre en ligne à part se les faire dégommer par les papillons et se retrouver avec des petits cotous. Donc du coup pas de souci pour moi pour les choux. Pareil pour ces petites zones de pommes de terre, il y en a quand
même, vous voyez, il y en a une quinzaine. C'est pas beaucoup, mais là, c'est vraiment, c'est pas pour ma grosse culture de pommes de terre. C'est vraiment en tant que refuge au cas où, s'il y a un gros problème là-bas, et ben, j'ai des tubercules qui me restent ici et pour pas me retrouver sans rien du tout. Et puis après, les choses vivaces, comme toutes les aromatiques, comme l'épinard grimpante, comme les arroches, les choses qui vont se ressemer très facilement tout seul. Donc que ce soit la roche, le persil, les blettes, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment faciles à vivre. Les tomates, c'est pareil. Je veux dire, ça me dérange pas de marcher un tout petit peu dans mon jardin pour ramasser plein de tomates. Les poireaux, c'est pareil, je les ramasse au fur et à mesure. Donc tout ça, ça me dérange pas du tout ça me dérange pas du tout en fait de les planter là et que ce soit tout mélangé. Par contre, j'ai quand même une partie de jardin classique parce que par contre, ramasser des carottes, ça me dérangerait si pour avoir ma botte de carottes, une quinzaine de carottes, ça me dérangerait s'il faut que j'aille à 15 endroits différents. Et puis en plus, ce qu'il y a avec les carottes, c'est que c'est un semis délicat et du coup, ce semis délicat nécessite d'être arrosé très souvent, au moins pour la lever. Donc si vous en mettez n'importe où, ça va jamais marcher en clair. Donc c'est pour ça que par exemple pour tout ce qui est carottes, haricots verts qui nécessitent d'être vraiment récoltés tous les 2 jours, tous les 2-3 jours à la suite, toutes ces choses-là sont faites en ligne. Pas tant en monoculture parce que je fais quand même des petites associations par-ci par-là. Par exemple, à côté des tomates, j'ai mis des poireaux. Avec les carottes, j'ai mis des oignons. Donc c'est pas vraiment de la monoculture, mais c'est pas non plus la culture toute mélangée comme ça. Donc voilà. Je pense que c'est important d'avoir les deux. C'est pas la peine de faire la chasse aux. Voilà, il y en a qui veulent des potagers rectilignes, il y en a qui veulent des potagers perma, mais tout en ligne, très fonctionnels. Il y en a d'autres qui ne jurent que par la forêt-jardin. Je pense que pour avoir une autonomie, une vraie résilience dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une résilience, c'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, que ce soit climatique ou n'importe quoi, vous pouvez rebondir en fait. Donc du coup, pour avoir une vraie autonomie et une vraie résilience, à mon avis, il faut les deux façons de cultiver. Il faut des choses qui se ramassent rapidement et dont vous pouvez faire le suivi facilement, c'est-à-dire suivi des maladies, suivi de l'arrosage, etc. Suivi du désherbage aussi, parce que des carottes qui ne sont pas désherbées, ça ne va pas vous faire de belles carottes. Donc tout ça, il y a besoin que ce soit fonctionnel, donc en ligne, sinon vous allez vous embêter. Mais pour tout ce qui est gros trucs comme ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup moins de maladies, des choses qui sont des fois beaucoup plus belles parce qu'en fait comme c'est très tassé et qu'il y a plein de feuilles partout, ça va bien garder l'humidité, du coup ça va bien pousser pour tout ce qui est chou qui n'aime pas trop avoir des périodes de sécheresse, etc. Ça va vraiment très très bien marcher. D'ailleurs à l'ombre il marche aussi. Je veux dire là c'est à l'ombre pratiquement les 2 tiers de la journée, voire un peu plus. Donc tout ça va très très bien marcher ici. Il vous faut les deux à mon avis, c'est vraiment le mélange parfait pour avoir quelque chose de bien quoi. Donc c'est pas la peine de se faire la guerre, moi je fais les deux et voilà, après chacun fait comme il veut. Si vous travaillez pas, vous avez le temps de papillonner partout. Si vous travaillez, vous n'avez pas du tout le temps de faire des choses comme ça, enfin peut-être mais un peu moins complexe je veux dire, parce que là j'ai quand même au printemps j'ai quand même un tout petit peu dégagé autour des choux parce qu'il y avait aussi des salades partout là, donc je veux dire ça nécessite un petit peu de temps, donc il faut vraiment que vous le fassiez par rapport à vos besoins. C'est pas la peine d'écouter tous les youtubeurs qui vous disent tout blanc ou tout noir. Je pense qu'en fait il faut voir la vie en gris et bleu éventuellement, parce que j'aimerais bien avoir un peu de soleil mais je veux dire il faut savoir prendre en fait le meilleur de chaque technique et l'appliquer pour voilà. Je pense que c'est dommage en fait de s'entêter à fond dans une technique, à vouloir à tout prix l'appliquer pour tout. Par exemple le non labour pour les carottes, à moins que vous ayez vraiment une terre parfaite au départ, c'est une mauvaise idée. Là sur Instagram, alors si tu te reconnaîtras, c'est pas du tout une critique envers toi, hein. Je ne sais plus d'ailleurs ton pseudo, mais c'est juste une remarque. Donc tu étais en train de me dire quand tu as vu mes carottes que toi pour l'instant tu n'avais pas encore de belles carottes parce que du coup tu ne veux pas retourner ton sol et tu rajoutes beaucoup d'apports et tout pour améliorer ton sol, et malgré tout ça fait 8 ans et là tu penses que cette année tu vas avoir de belles carottes, mais au bout de 8 ans quoi. Et donc on peut pas se permettre en fait d'attendre 8 ans pour avoir une belle carotte. Enfin peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir se le permettre, mais la majorité des gens ne veulent pas prendre ce temps là parce qu'il y a des gens qui sont impatients, qui veulent avoir du résultat tout de suite, parce que si vous avez rien à manger, eh ben, il faut avoir des résultats tout de suite, et parce que si vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'allez pas vous permettre d'acheter pendant 8 ans des paquets de graines de carottes pour au final ne rien récolter. Donc tout le monde ne peut pas se permettre ça, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à toucher à votre sol pour certaines cultures, principalement pour les légumes racines, hein. Moi c'est là où c'était important et où j'ai échoué au départ parce que je voulais m'entêter de la faire de ce côté-là. Les carottes, les radis, carottes, radis,
les panais, voilà, tout ce qui a des grosses racines comme ça, il faut quand même que vous décompactiez votre sol, que vous le triez, que vous enleviez les pierres, voilà, que ce soit pas de la semelle non plus, parce que même quand vous rajoutez de la matière organique, hein, j'avais mesuré ici, en rajoutant de la matière organique ici pendant 5 ans, j'ai obtenu 20 cm de sol meuble, alors que j'avais jamais retourné. Donc 20 cm, ce n'est pas suffisant pour une carotte qui peut faire jusqu'à 30 cm sur certaines variétés. Ce n'est pas suffisant. Donc du coup, voilà, au bout de 4 ans, moi j'ai envie d'avoir un sol correct. Donc n'hésitez pas à retourner une fois votre sol, à le préparer comme il faut au tout début. Je vous dis pas de le faire tous les ans, je vous dis vraiment de le faire au tout début de votre culture pour peut-être même toute votre vie, une seule fois. Ça va rien changer. Surtout qu'on n'est pas en train de labourer un champ, on est vraiment en train de faire un petit jardin de particulier. Donc je veux dire, si vous labourez une ligne, même de 20 mètres de long sur 40 cm de large, c'est pas grave. La biodiversité qui est de part et d'autre, elle va très très vite revenir, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait l'expérience sur tout le potager qui est ici, qui est dédié justement à ces cultures un petit peu tendues, style carottes, radis, etc. 3-4 mois après, vous mettez du fumier dedans et vous avez plein de vers de terre, de cloportes, de machin. Surtout que moi, j'ai mis du fumier. Et puis en plus, après, dès que c'était un petit peu décomposé, au printemps, j'ai rajouté de la paille, de la tonte, des fougères, plein de choses. Donc la vie revient très vite, en fait, à partir du moment où de part et d'autre, il y a déjà la vie, quoi. Donc vous inquiétez pas, faut se détendre un petit peu. Voilà. Bon, désolé, il commence à faire nuit. Je vais arrêter la vidéo parce que là, en plus, je fais que du blabla, ça va vous saouler. Donc, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.